Aujourd'hui, c'est avec la mort dans l'âme que j'apprends sur les réseaux sociaux que c'est la rupture qui a construit les châteaux de Dassa-Zoumé et de Glazoué, alors que la rupture n'est jamais allée au Japon. 2016, la première visite de la rupture au Japon, c'était à la TK 7. C'est-à-dire en 2019. Dans votre développement, vous semblez vous inscrire en faux des dernières déclarations du porte-parole du gouvernement. Je veux parler de M. Léandre Mbedji, puisqu'il a indiqué qu'avant l'arrivée de la rupture, le taux de couverture en eau potable en milieu rural était à l'ordre de 42% et qu'aujourd'hui, la rupture l'a ramené à plus de 80%. Faux. Ah bon? Archi faux. Moi, je suis le témoin oculaire de la situation d'approvisionnement en eau potable des populations rurales et de certaines populations en milieu urbain au Bénin ici. Alors je dis archi faux. Parlons des chiffres. Moi, je suis un témoin oculaire. En tant qu'ambassadeur extraordinaire premier protège de Bénin pour le Japon, le docteur Eboni, lors de sa première visite, pas officielle, seulement visite d'État, parce qu'il y a trois sortes de visites. Des visites privées, des visites officielles et les visites d'État. Le président Talon n'est jamais allé au Japon en visite d'État. Après plus de bientôt 10 ans. Non, n'est pas n'importe qui est invité au Japon en visite d'État. Bref, ce que je disais est que l'accès à l'eau potable des populations du Bénin, en 2000, en tout cas, moi je présentais mes lettres de créance là, à l'empereur du Japon. À l'arrivée donc du docteur Eboni aux affaires, la couverture en eau potable au Bénin, c'était compris entre 20 et 23% en 2006. Il a fallu l'arrivée du docteur Eboni aux affaires pour que... pour ramener ça à 42 seulement? Non, pas 42. Je dis bien, nous étions à près de 70%. Contrairement à ce qu'a déclaré. Oui, les chiffres avancés par le porte-parole du gouvernement sont des chiffres fantaisistes. Je constate que la rupture s'est approprié beaucoup de projets déjà réalisés ou bien des projets pour lesquels les financements ont été déjà mobilisés par le régime de Dr Eboni de 2006 à 2016. C'est le triste constat. Sinon, on ne peut pas me dire, moi je suis de des collines et j'ai souffert d'une maladie qu'on appelle la verre de Guinée. On buvait une eau qui avait la couleur grise. Avant l'approvisionnement en eau potable des deux communes de Dassa et de Glazoué, le Japon, il faut avouer, n'a jamais construit des châteaux en milieu urbain. C'est seulement sous le docteur Eboni que le Japon a accepté de financer à titre gratuit, ce n'était pas avec un prêt. Le Japon nous a accordé 6 milliards 700 millions après son appui pour la construction de ces deux châteaux de Glazoué et Dassa à hauteur de 6 milliards 700 millions. C'était signé en 2013. Et c'était sur insistance du docteur Eboni lors de sa deuxième visite d'État. J'étais solide, je suis un témoin oculaire, alors que ce porte-parole nous vient montrer les chiffres, c'est-à-dire qu'on aille dans les archives, parce que l'administration, c'est une continuité, et qu'il aille dans les archives, qui nous montre les chiffres. C'est archi faux. Donc, le Bénin était en 2016 à plus de 68% en matière de couverture d'eau sur le territoire national. Et non 42. Je reviens encore sur un volet des déclarations récentes du régime en place qui a indiqué que ici à Dassa, chez vous, il n'y avait pas de l'eau à boire. Pourtant, vous avez fait tout ce temps aux côtés du docteur Boniaï qui place l'homme au centre donc, de ses actions. Comment ça s'est fait? Et chez vous, vous n'avez pas pu donner de l'eau à vos populations. Et que ce soit donc le régime de la rupture, à son arrivée plutôt, qui s'est évertué pour trouver de l'eau à boire à vos frères et sœurs de Dassa. Est-ce que vous voulez que je continue toujours de dire la vérité? La vérité, il faut toujours. En octobre 2016, j'ai suivi sur le RTB, lors de mes descentes au Bénin, l'intervention de l'ancien maire de Dassa à la personne de Fayon Kotamé-Nikez. J'étais tombé des nues. Et il disait que l'approvisionnement en eau potable de la ville de Dassa-Zoumé est désormais une réalité du régime dit de la rupture du président Talon. Je dis, mais c'est pas vrai. J'ai fait un effort pour le rencontrer et lui demander, mais monsieur le maire, ancien conseiller technique du président Yahya Boni, monsieur le maire, ancien DG de la SONAPRA, monsieur le maire, ancien ministre des Transports, monsieur le maire, ancien député à l'Assemblée nationale, sur la liste FCBE du docteur Yahya Boni. Vous avez gravé, vous voyez, tous les échelons. Vous êtes conscient de votre déclaration là? Je l'ai rencontré en tête à tête. Vous êtes conscient de votre déclaration là? Il dit, mon frère, il faut que je dise ça pour continuer à rester à mon poste de maire.
Si je ne dis pas ça, on va m'enlever. Allez diviser ça dans tout le monde entier. Et qui vient me prouver le contraire. Voilà toute la vérité. Ce que vous me dites, le gouvernement ne reconnaîtra jamais. Donc il y a trop de mensonges. C'est dommage. Il faut que je mente pour que je sois à mon poste. Ou bien pour que on me nomme. Je dois mentir. Ils le savent. Ils sont pleins autour du président Talon là. Depuis 1996 jusqu'en 2006 là, le gouvernement de Général Mathieu Kérékou n'a pas réussi à mettre ce projet-là parmi les 10 projets prioritaires pour lesquels le Bénin cherchait des financements en Asie, notamment en Chine ou bien au Japon. Il a fallu l'arrivée du docteur Ebony au pouvoir en 2006 pour que je reprenne ce même combat, ce dossier. En temps, ça veut dire que je construisais déjà depuis là, dans les villages, dans tous les villages, surtout dans les pays, Maki, Tchanka, j'étais à Tchanka, j'étais à Betekoukou, j'étais partout où j'avais mis 100 millions. Ça criait gare. Je disais tantôt que depuis 2006, que le docteur Ebony a été démocratiquement élu à plus de 75%, que le président a adopté cette politique d'approvisionnement en eau potable des zones rurales du Bénin et des centres urbains aussi. Alors, le Japon, les pays scandinaves, qui entre-temps, depuis, finançaient aussi la construction de certains points d'eau dans tout le Bénin, mais c'était insuffisant. Et il a fallu que le docteur Ebony arrive aux affaires pour qu'il prenne ce dossier-là en main et qu'il batte campagne auprès, et qu'il demande donc auprès des pays amis et frères pour qu'on assiste à la multiplication de certains pays, à l'intervention de certains pays occidentaux et d'Asie pour l'approvisionnement en eau potable donc, des zones rurales et urbaines du Bénin. C'est ainsi que, en 2016, donc après 10 ans de pouvoir, le Japon a financé jusqu'à la phase 7-8. Phase 8, 7 et 8. On était entre les négociations de la phase 8 quand le régime de la rupture survint. Alors, l'approvisionnement en eau potable des zones rurales du Bénin, c'était une politique acceptée par le Japon, par exemple. Et le Japon construisait des forages depuis un peu partout du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur tout le territoire national. Mais le Japon, dans sa politique d'approvisionnement en eau potable, n'a jamais financé le chef-lieu d'une commune, parce que c'est considéré comme un centre urbain. Alors, le docteur Ebony, en 2013, a demandé au Premier ministre d'alors, Abe Shinzo, qu'à titre exceptionnel, les collines soient approvisionnées aussi en eau potable. Le Premier ministre d'alors, Abe Shinzo, a dit non, nous sommes aussi dans les collines. Et le docteur Ebony qui dit non, pas seulement, même dans les centres urbains, les populations manquent cruellement d'eau potable. C'est ainsi qu'à titre exceptionnel, le Japon n'a jamais financé le Bénin en matière d'approvisionnement en eau potable des centres humains. Non, c'est sur insistance du docteur Ebony que le premier d'alors, j'étais ambassadeur, je prenais note. Je me souviens de ce 1er juin 2013 à Yokohama. Le premier japonais a dit bon, et cher responsable de la JICA, cher ministre des Affaires étrangères, eh bien, apprêtez-vous, vous allez prendre ce dossier-là à main. Envoyer notre ambassadeur sur le terrain pour faire le constat. JICA, envoyez vos éléments sur le terrain pour l'étude de faisabilité de l'approvisionnement en eau potable de Dassa Glazoué, phase numéro 1, à cause de 6,7 milliards, et de Savalou Banter, phase numéro 2, à cause de plus de 9 milliards de fois CFA. Et enfin, la troisième phase, USA, et ça va à plus de 11 milliards. Parce que plus on évolue vers le nord, plus, à partir de Dassa, plus vous avez les roches qui ne permettaient pas aux populations eh bien, de trouver facilement d'eau potable. Donc, c'était déjà programmé depuis 2013, sur insistance. C'était programmé. C'est-à-dire que le président Yabouné avait insisté beaucoup, c'était, excusez-moi le terme, c'était presque mis à genoux pour que l'approvisionnement en eau potable des collines là soit pris en charge par le gouvernement du Japon, d'Abe Shinzo, ancien premier ministre alors. Les actions sont là. Aujourd'hui, je suis stupéfait quand j'apprends que c'est la rupture qui a construit le château de Dassa et le château de Glazoué, et qui devrait même continuer pour aussi alimenter certains villages administratifs, tous les villages administratifs même des deux communes. C'est la phase numéro 1. Le président Ebola a insisté, ambassadeur, descendez, suivez les travaux, faites-moi le point. Je suis venu, et aux affaires étrangères à Cotonou, avec l'ambassadeur japonais appelé Tsukahara, et il y a eu cérémonie de démarrage des travaux
de construction de ce château au CG1 de Dassasomé et de la commune de Glazoué, et qui devait durer de 2016 à 2018. Pourquoi déjà en octobre 2016, on me dit que c'est la rupture qui a construit le château de Dassasomé? Il y a des raisons pour que je tombe des nues. Mensonge grossier quand tu nous tiens. Rupture, pardon. Mensonge, non. Dites la vérité. Si vous voulez être apprécié par le peuple béninois, essayez de dire un peu la vérité. Sur la route de Bénéco, à Ouéclé, là, du côté droit, c'est là que nous avons commencé, les ingénieurs japonais ont commencé par limiter pour déposer leur matériel de travail. Et les travaux ont effectivement commencé. L'ingénieur principal de ce chantier-là est mort par la suite parce que, malheureusement, en avril 2016, la rupture est arrivée aux affaires et puis les travaux ont été suspendus. Surtout l'étendue du territoire national jusqu'en 2018, ça a été suspendu. Il a fallu la mort de cet ingénieur-là pour que le Japon menace, pour dire attention, si vous ne donnez pas le feu vert pour la réalisation de pour la continuité de réalisation de ce projet d'approvisionnement en eau potable, David de Glazoué, la phase 1, eh bien, nous serons obligés donc de nous retirer. Bref, c'est ça la vérité. Il ne faut pas continuer de mensonge au peuple. En tout cas, pas à ma présence. Et ensuite, nous avons maintenant de la télécommunication. Le Japon a financé à plus de 350 millions l'équipement de notre ORTB. Le Japon est intervenu dans beaucoup de télécommunications. Nous avons par exemple l'équipement ou bien l'appui financier du centre de déminage de Ouida. À part donc les ressources humaines, nous avons l'éducation, nous avons la santé, nous avons et maintenant le domaine donc de l'agriculture. D'abord, il faut noter dans ce secteur-là que le docteur Ebonné est venu lors de sa participation en mai 2008 au Japon, demander au Premier ministre Fukuda de mettre tout en œuvre pour que l'aide alimentaire qui avait été suspendue à cause de la politique politicienne menée par certains complices béninois et le PNUD, cette aide alimentaire avait été coupée sous prétexte que tous les Béninois mangeaient à leur faim, ce qui était archi faux. Donc c'est en mai 2008 que lors de sa participation à la TICAD 4 que le docteur Ebonné a insisté pour que cette aide soit reprise, ce qui fut fait. J'étais conseiller spécial à l'époque et j'ai suivi, disons, en tant que conseiller spécial, j'avais aussi ma feuille de route. C'était de mettre tout en œuvre pour que la reprise donc, de cette aide alimentaire là soit effective. Alors, nous avons donc repris dans ce secteur-là d'appui à l'aide alimentaire, ce qui a conduit le régime du docteur Ebonné à la création, à l'installation de l'ONASA, où le président Ebonné avait négocié en m'envoyant Madame le ministre des Affaires étrangères d'alors, je parle de 2007, en nous envoyant en Inde, à New Delhi, pour négocier ce projet de mécanisation de notre agriculture. Certains denrées alimentaires étaient subventionnés, les prix étaient subventionnés. Le Japon, dès lors, a entamé sa politique d'approvisionnement ou de don de riz japonais, ce qui était commercialisé, et les fruits servaient à la construction d'infrastructures socio-communautaires. Sur Ebonné, personne ne dormait. Il fallait apporter les résultats directement profitables aux populations. Sinon, mais écoutez, monsieur, vous ne méritez pas votre poste de conseiller spécial, bien votre poste de directeur d'un office ou bien votre poste de ministre. Même les députés étaient appelés à réellement réfléchir profondément pour adopter des lois favorables, disons, à l'évolution donc de ce pays. Bref, je disais tantôt que dans le domaine de l'agriculture, nous avons eu le KR1, le KR2. Le Japon nous appuyait en matière dans le domaine de l'approvisionnement en matériel agricole, les engrais et consorts, les tracteurs et consorts, pour que notre agriculture soit effectivement développée et que
le peuple béninois ne continue plus de recevoir de l'aide alimentaire et que nous nous appuyons sur nos propres efforts, sur nos propres produits vivriers pour nous nourrir convenablement. À part ce secteur-là, nous avons l'ouverture de beaucoup d'ambassades et de consulats du Bénin dans le monde. Oh, je pleure, je continue de pleurer parce que le régime du docteur Ebonné nous a fait courir. Et moi, m'a fait courir personnellement pour que nous soyons présents dans tous les pays du monde, que nous ayons beaucoup d'amis. C'est ça ce qui attire le tourisme. Ce n'est pas après avoir pavé les voies de la revue, ce n'est pas les touristes vont venir voir l'Amazone en train. Non, c'est pas comme ça, non. Le président Talon devait inviter le peuple béninois à s'asseoir, les cadres béninois à s'asseoir pour réfléchir dès le départ. Malheureusement, nous avons assisté au départ de bon nombre d'intellectuels de notre pays. Bon, heureusement, aujourd'hui, il demande pardon. Nous, on va le pardonner. On le pardonne. Nous avons d'autres secteurs, donc, en matière de diplomatie. Scolaire, diplomatique. Nous a envoyé pour aller ouvrir, préparer et ouvrir l'ambassade, notre représentation diplomatique à New Delhi en aide. Et nous étions en train de travailler pour l'ouverture de l'ambassade du Bénin en Corée du Sud, l'ambassade du Bénin à Wellington, en Nouvelle-Zélande, l'ambassade du Bénin à Canberra, en Australie. On était très avancé. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces ambassades sont encore en place? On était à la date du 5 avril 2016, le Bénin avec 36 ambassades et consulats généraux dans le monde. Malheureusement, à l'arrivée du régime de la rupture, il y a eu fermeture radicale d'une vingtaine d'ambassades. Comment pouvons-nous fermer notre ambassade sous prétexte que nous ne disposons pas de moyens financiers. Nous pouvons fermer notre ambassade un peu partout, je ne sais pas, un peu partout en Europe, mais en Europe, en Asie, dans le Pacifique, on peut fermer notre ambassade, mais on ne ferme jamais en diplomatie son ambassade, sa représentation diplomatique dans un pays voisin, c'est interdit. Moi, j'ai été, ça je le dis au peuple béninois, j'ai été personnellement blessé quand l'ambassade du Bénin à Niamey avait été au départ programmée sur la liste de celles qui devaient fermer leurs portes. J'ai dit non, monsieur le ministre de la Politique Aurélien, ne faites pas ça. Mais c'est dangereux, même si le président Talon veut le faire, allez le voir en tant que ministre des Affaires étrangères. En diplomatie, c'est le BA. On ne ferme pas son ambassade dans un pays limitrophe, bien dans un pays voisin. C'est dangereux. Vous allez attirer le terrorisme, le djihadisme et tout. Ben, je l'ai dit. Je l'ai dit, il m'a reçu en avril-mai 2016. Et même si le président Talon insiste pour dire qu'il faut fermer, c'est vous, le ministre des Affaires étrangères, qui devez le ramener à la raison pour dire ça ne se fait pas en diplomatie. C'est le BA. C'est dommage. Il y a trop de gaffes. Oui, Excellence, vous avez parlé des secteurs scolaires, santé, eau, télécommunications, ressources humaines. Je ne vous ai pas entendu aborder les infrastructures. Et ça dit que cette coopération... Non, j'en viens, oui. Nous n'avons pas l'exemple. Dans ma feuille de route, le docteur Ebonné avait demandé, il avait bien écrit qu'il faut absolument le jumelage des villes, des campagnes, des villages du Bénin avec celles du Japon. Ce qui a permis à l'ancien président, Soglo, Dieu donné des efforts, eh bien, de signer la lettre de jumelage de la ville de Cotonou à la ville de Yokohama, qui était une ville portuaire, comme Cotonou. Et c'était en novembre 2013. Donc, on a signé cet accord de partenariat. Et les choses avaient déjà commencé. Les autorités de la municipalité, et bien de Yokohama. Vous parliez de jumelage. Entre-temps maire de Cotonou. Entre-temps maire. En tant que président maire de la ville de Cotonou. D'accord. Je parle de 2013. Oui. Donc il avait été invité à se rendre au Japon. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas le premier président, l'ancien président de Sefo Soglo, c'est lui qui a dit en 2014 publiquement sur le RTB, Monsieur Zoumaou, vous êtes le plus japonais de tous les Béninois. Aucune ville africaine n'était jumelée à une ville du Japon. Nous avons été les premiers à le faire. Moi, j'en suis heureux. J'en suis heureux aujourd'hui. Malheureusement, dès l'arrivée de la rupture là, c'est tombé à l'eau. Qui perd? Le peuple. Les 13 millions de Béninois ont perdu. C'est dommage. Sous le régime du docteur Ebonné, on n'a connu que de dons. Beaucoup de dons. Le seul prêt
négocié pour les grands travaux au Bénin, et dont j'ai été aussi l'un des principaux partisans, oui, c'est le prêt de la construction de l'échangeur de Godomin. C'était un prêt du gouvernement chinois. Et moi, j'étais conseiller spécial chargé des affaires économiques dans toute l'Asie. Donc le président m'avait instruit, il dit, faites un effort pour que nous soyons déclassés de la catégorie B à la catégorie A. Parce que quand vous êtes dans la catégorie B, vous ne pouvez bénéficier que d'un prêt allant de 350 à 500 millions de dollars américains. Alors qu'on a besoin de plus que cette enveloppe-là pour les grands travaux de construction de l'échangeur de Godomin et de la voie qui quitte Godomin jusqu'à Kasato. Mais cette voie-là construite de façon gratuite. L'échangeur, c'était un prêt allant de 500 à 1 milliard de dollars américains. C'est avec ça que le régime du docteur Eboni avait réalisé la plupart des grands travaux que nous avons aujourd'hui. Pourquoi vous voulez dire alors le mensonge? Pourquoi vous voulez détruire ces infrastructures qui servent si heureusement aux populations, non seulement béninoises, mais aussi étrangères? Donc, moi, je suis témoin oculaire. Je vis dans la zone depuis 38 ans. 38 ans, attention. Attention. Attention à Oumedi et aux garde-fous de la nature. Ils doivent la vérité. Tant que je suis vivant, et je vais rester vivant, et ça à l'éternité, je ne mourrai pas. Vous dites la vérité, pour suivre. Faites-nous le tableau de ce que vous savez du reste de cette coopération. En tout cas, vous l'avez dit à l'entame de vos propos, vous êtes résident permanent en Asie depuis 38 ans. Alors, dites-nous, quel tableau on peut faire aujourd'hui du reste de cette coopération élaborée ou bien installée entre-temps par le président C'est dans un état piteux. La coopération avec l'Asie de façon générale et le Bénin aujourd'hui est dans un état piteux. Je parle parce que j'ai des preuves avec moi. C'est pas parce que les Indiens, c'est pas parce que les Chinois déversent leurs produits de l'industrie légère, les portables, consoles, les gadgets là, au Bénin on dira que les artistes sont présents. Les artistes sont présents où? Nulle part. Donc, avec le Japon, avec l'Asie, la coopération est dans un état piteux. Je ne dis même pas passable. Alors, voir assez bien. Non, pas du tout. Avec le Japon, le Japonais aujourd'hui, tout ce qu'il nous donne, c'est quoi? On va reprendre les volontaires, à partir de volontaires au Bénin, tout ça là. Alors que au temps du docteur Eboni, c'est 50 volontaires. Nous sommes allés jusqu'au nombre de 50 volontaires par année au Bénin. Et dès lors, les Béninois ne commençaient pas à comprendre que le Japonais est différent du Chinois, différent de l'Indien, différent du Thaïlandais, différent du Vietnamien, différent, je ne sais pas, de Laotien, etc., du Cambodgien, etc. Même les populations analphabètes ne commençaient pas à faire ce constat. Malheureusement, tout ça a été stoppé. Donc, dans un état piteux, il va falloir, pour le président Talon, nous rassembler aujourd'hui et non demain. Non, quand je dis non, Béninoises et Béninois, qui avons été frustrés, Père, à l'âme de tous ceux qui sont décédés, de façon injuste. Ceux qui sont tombés sur les balles, des chars, fusils et consorts, Père à leur âme. Le président Talon demande pardon, nous le pardonnons, mais il n'est jamais tard pour mieux faire. Il faut que dans les... il faut que, je lui impose aucune date, mais il faut que très vite, les Béninoises et les Béninois qui ont quitté le Bénin, malgré eux, soient amnistiés, reviennent au pays, qu'il y ait ce dialogue, et que nous nous comprenons, que nous nous embrassons, que nous pardonnons, et que le Bénin soit ensuite replacé sur le but de développement, que nos jeunes, mes compatriotes jeunes, qui sont dans les geôles du Bénin, c'est-à-dire dans les prisons, et qui n'ont pas commis de crimes économiques ou financiers, soient libérés et que le Bénin retrouve, disons, cette paix qui lui est particulière. Le président Hubert Maga était mon papa spirituel, et il a dit, je vous laisse comme cadeau, ce pays-là, la paix. Ce qui a été repris par le président Kérékou Mathieu et entretenu par le docteur Eboni. Mais pourquoi aujourd'hui on va nous mettre à genoux de 2016 jusqu'à présent?
Nous allons, avant de conclure cet entretien, balancer un peu sur ce qu'attend le Bénin dans quelques mois. Vous n'êtes pas sans savoir que d'ici janvier prochain, janvier 2026, nous allons aborder les élections générales. Il s'agira des élections communales, législatives et après, l'élection présidentielle va suivre. Parlant justement des élections, je voudrais rappeler que vous avez été candidat aux élections législatives de janvier 2023. Comment avez-vous vécu votre échec à cette élection? Merci beaucoup, M. Jonas. Je ne me reconnais pas comme étant candidat malheureux. Non. Nous étions partis de nulle part. Et sur 4 sièges dans la nouvelle circonscription, nous avons décroché 2 sièges contre 2 obtenus par les partis politiques de la mouvance. Peut-on parler d'échec? Les élections 2026 qui viennent, est-ce que vous avez un scoop à nous donner concernant vous concernant personnellement? Oui, je suis après tout un démocrate. Je suis né démocrate. Je ne peux plus changer. Je n'aime pas le vagabondage politique. Et les démocrates sont caractérisés par, disons, un esprit de la paix et de la guerre, un esprit de justice. Nous sommes épris de justice. Je soutenais contre vents et marées, eh bien, ce parti-là. Dites-nous, la présidentielle de 2026, l'après rupture, après 10 ans, quel type de président vous aimeriez avoir? Évidemment, je l'ai dit tantôt, j'aimerais avoir un président comme le général Mathieu Kékou et surtout le président Yaya Boni. Un président qui n'a peur de rien, mais qui a Dieu dans son cœur, qui a la crainte de Dieu. Un président qui a la crainte de Dieu. Le nôtre là, qui avait dit en tant que le pardon peut être... Je ne veux pas ce président-là. Non, Talon, non. Non, pas un président comme Talon. Lui, malheureusement, a reconnu qu'il a commis des erreurs. Je ferai partie de ceux qui vont œuvrer pour que le peuple le pardonne. Le pardon a toujours été une valeur humaine qu'on doit préserver, quelle soit la forme égale. Il faut pardonner. Sinon, on ne peut pas vivre en communauté. Nous ne sommes pas des chiens, des éléphants. Nous sommes déjà à la fin de cet entretien. En une phrase, un mot pour conclure. Prions que tous les Béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre, aient la crainte de Dieu. Avec la crainte de Dieu, on ne pouvait plus avoir envie d'amasser des richesses de ce monde-là pour vous seul. Moi, la seule richesse que je voudrais laisser à ma progéniture, c'est la foi en Dieu. Quelle que soit leur intelligence, mais ayez la crainte de Dieu. Dès que vous avez la crainte de Dieu, ce sont mes expériences. Dès que vous avez la crainte de Dieu, vous avez assez à tout, vous pouvez aller n'importe où.